tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans votre journal. En ouverture de cette édition, direction Cadarache, où le souverain effectuait une visite de chantier du projet international de fusion nucléaire ITER. Suite de notre série de reportages au siège des Nations Unies à New York, avec un événement qui avait lieu en parallèle du débat général. Nous reviendrons en principauté pour y découvrir la nouvelle édition du LuxPack qui se tient au Grimaldi Forum. Nous parlerons de la journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Nous ferons un coup de projecteur sur un nouveau phénomène de mode, un événement dit citoyen. Au chapitre culture, nous parlerons du premier concert de la saison proposé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et pour terminer, nous vous dévoilerons le 4e volet de la Journée européenne du patrimoine. Comme je vous le disais dans les titres, c'est à Cadarache que le souverain visitait le chantier de ce vaste projet international de fusion nucléaire que l'on nomme ITER. Alors qu'est-ce que la fusion nucléaire? Quel est l'enjeu de ce procédé? Élément de réponse avec Fabien Bonilla. Reproduire le phénomène du soleil et des étoiles, voici le projet ambitieux d'ITER à Cadarache, situé dans les Bouches-du-Rhône. Le prince Albert II est venu visiter ce chantier d'envergure implanté sur 180 hectares. 1450 personnes y travaillent, 2000 d'ici la fin de l'année. 7,5 milliards d'euros de contrats ont été passés à travers le monde, tout cela pour construire une énorme machine expérimentale. La masse de cette machine sera supérieure à celle de l'Empire State Building. Le champ magnétique qui se dégagera du réacteur pourra soulever un porte-avions, un réacteur de fusion capable de produire une énergie nouvelle. Ce que nous sommes en train de faire, c'est très simple, c'est d'essayer de reproduire ce qui se passe dans le Soleil. C'est-à-dire de faire rentrer en collision à très grande vitesse des noyaux d'hydrogène qui à ce moment-là mélangeront leurs composants élémentaires, c'est-à-dire les protons et les neutrons, pour faire un nouvel atome. Et au moment où ce nouvel atome se produira, il y aura une petite perte de masse des différents composants qui va produire une énergie considérable. La question est naïve, mais on a déjà la fission nucléaire. Pourquoi avoir besoin comme ça de la fusion ? Alors d'abord, la première chose, c'est, vous le savez, la fission nucléaire utilise de l'uranium. L'uranium est en quantité relativement limitée dans le monde. Or, nous le savons aujourd'hui, la production d'énergie est essentiellement les énergies fossiles. Nous allons devoir remplacer ces énergies fossiles par d'autres modes de production massifs d'énergie. Et là, nous avons une opportunité où nous avons du combustible donc naturellement disposé sur la planète pour des centaines de millions d'années. Donc nous changeons complètement le paradigme. Et en plus, le grand avantage, c'est qu'un équipement de cette nature est intrinsèquement sûr. Et sur l'environnement, nous n'allons rejeter aucun élément qui perturbe ou l'environnement ou le climat. Une nouvelle énergie plus sûre, plus fiable et bien moins polluante que les centrales nucléaires actuelles par exemple. Le projet ITER veut dire le chemin en latin. C'est l'aboutissement de plus d'un demi-siècle de recherche dans le domaine de la physique des plasmas. ITER est un programme de recherche international. Les membres sont l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis. La principauté a souhaité affirmer son engagement, concrétisé par la signature en 2008 d'un accord financier à hauteur de 5,5 millions d'euros sur 10 ans. Ce budget permet d'organiser des conférences internationales à Monaco sur les thèmes relatifs à l'ITER, mais aussi et surtout de financer des post-doctorants. Le prince Albert II les a rencontrés lors de la visite. C'est important parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire une première visite il y a quelques années maintenant et de voir l'avancement des travaux et l'avancement de ce projet dans son ensemble. C'est extrêmement intéressant et extrêmement, je dirais même captivant de voir la complexité d'un tel chantier et tous les éléments qui entrent un petit peu comme un puzzle. Donc je crois que c'est intéressant de voir l'avancement de ce projet et la principauté est bien sûr très heureuse de participer au projet ITER au moyen, comme vous le savez, d'aide pour des jeunes chercheurs et de leur permettre de poursuivre ou leur doctorat et puis qu'ils soient associés le plus longtemps possible au projet. Et puis les manifestations aussi qui ont lieu à Monaco, les MIFED, complètent notre aide au projet ITER qui, je le rappelle, je le souligne encore, est un projet extrêmement important pour notre avenir. Et la principauté est vraiment très heureuse et très fière de pouvoir y participer.
Ce programme devrait coûter 13 milliards d'euros sur 10 ans. La fin de la construction de ce gigantesque réacteur de fusion est prévue pour 2025, date en principe des premiers essais. Le but n'étant pas pour le moment de produire de l'énergie, mais juste de prouver cette faisabilité. Des expériences déjà concluantes ont été faites sur de petits réacteurs. Reste maintenant à prouver que cela fonctionne sur ce réacteur qui sera colossal. Si les tests sont concluants, cela pourrait permettre par la suite de concevoir des machines de fusion industrielles pour produire dans l'avenir de l'énergie d'ici environ 2050, énergie dont la population mondiale aura besoin. Direction New York, où nous nous penchons cette fois-ci sur un événement organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'organisation a rendu compte des objectifs atteints lors de son dernier congrès mondial qui s'est tenu à Hawaï. Un reportage sur place d'Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, est une organisation qui a vu le jour en 1948. Son objectif, rassembler les gouvernements, les organisations de la société civile et le secteur privé afin de trouver des solutions pour lutter contre les défis environnementaux. Tous les 4 ans, les organisations membres se réunissent à l'occasion d'un congrès mondial. Cette année, il s'est tenu à Hawaï au début du mois de septembre. Il nous semblait que le congrès de Hawaï était un bon moment pour vraiment mobiliser les membres de l'UICN. Et ils sont nombreux, presque 1400 organisations membres, aussi bien parmi les gouvernements que les acteurs non gouvernementaux, pour créer un momentum pour la mise en œuvre de ces grands accords, donc les ODD et l'accord de Paris, et aussi montrer au monde que nous, les gens de la conservation, c'est pas juste, on n'est pas à l'extérieur de la dynamique et de la problématique du développement durable. Au contraire, il ne peut pas y avoir de développement durable sans conservation, et la conservation ne peut pas réussir si on ne la met pas dans la thématique globale du développement durable. La principauté fait partie des partenaires de l'UICN. Le ministre d'État a donc été invité à prendre la parole lors de cette réunion organisée durant la semaine du débat général. Il a notamment rappelé l'importance des océans et des aires marines protégées dans les discussions environnementales. Cette réunion avait pour enjeu de rendre compte des différents objectifs atteints lors du Congrès mondial à Hawaï, à l'occasion de cette réunion onusienne des chefs d'État et de gouvernement. La question donc du climat, qui manifestement est le plus grand défi que connaisse l'humanité en ce moment, la santé de nos océans, comment impliquer plus d'acteurs dans cette dynamique de la conservation pour le développement, surtout les jeunes qui souvent sont dans des milieux urbains, ils ne sont vraiment pas en contact avec la nature et pensent que bon, la nature, ça ne les regarde pas. Et puis aussi essayer de mobiliser le secteur privé pour investir beaucoup plus dans la conservation, éventuellement essayer de voir comment arriver à une situation où investir dans la protection de la nature deviendrait un business aussi profitable qu'investir dans l'Internet ou quelque chose comme ça. Prochain grand rendez-vous en 2020 au mois de septembre, mais avant cela, l'UICN participera au sommet sur les océans qui se tiendra du 5 au 9 juin 2017 au siège des Nations Unies à New York, événement annoncé par le président de la 71e session de l'Assemblée générale lors de son discours. Retour en principauté durant 3 jours, la nouvelle édition du Luxpack se déroule au Grimaldi Forum. Ce salon spécialisé dans le packaging réunit des acteurs clés venus des 4 coins du monde. Tour d'horizon avec Christina Thomel. À l'avant-garde des tendances du monde du packaging est reconnu mondialement comme le rendez-vous de la créativité et de l'innovation. Le Luxpack présente un panel de fournisseurs parmi les meilleurs de la profession. Nous sommes industriels, donc notre force est de mettre en forme les idées de nos clients, de les adapter, de les améliorer si on peut, par des petites astuces qui permettent donc justement d'avoir un produit à la hauteur des marques. On travaille avec les plus grandes marques comme Louis Vuitton, Cartier, Chanel, dans les spiritueux avec Johnny Walker, etc. Tous ces gens-là ont des images de marque extrêmement fortes. Leur produit doit être au top de la qualité, du détail, et nos emballages et nos produits doivent suivre.
Cette année encore, le salon du Luxpack lève le voile sur les dernières innovations packaging. Sur le marché de la beauté, certaines maisons se démarquent en proposant aux enseignes la possibilité d'exprimer leur personnalité à travers le conditionnement. En cosmétique, la révolution viendra du digital, puisque la cosmétique est très, et le soin visage en particulier est très adapté à tout ce qui est diagnostic et tout ce qui est, réflexion et posologie autour de la formule et d'avoir sa propre formule faite pour soi. Et par rapport à ça, évidemment, il y a des packagings plus classiques et il y a des packagings, comme vous l'indiquez, qui sortent vraiment du lot et qui sont des produits qui ressemblent presque à effectivement une machine Nespresso où on a sa propre posologie et où on va avoir chaque jour délivré son exacte dose avec une formule qui est propre à sa propre peau et à son propre caractère de peau. Alors qu'en cosmétique, la tendance est à la fraîcheur, en parfumerie, elle tendrait plutôt vers un retour aux sources. La tendance en parfumerie, on connaît tous le pchit classique, le spray, c'est très important et ils évoluent en étant plus voluptueux, donc avec un temps plus grand et d'avoir quelque chose qui est vraiment enveloppant pour retrouver les gestes de parfumage généreux. Donc là, on a une première proposition avec un produit qui s'appelle Precious. Mais à côté, maintenant en parfumerie, nos clients veulent aussi se différencier en ayant des gestes différents. Et à chaque parfum et chaque concentration, un geste différent. Donc cette année, on met en avant un produit que nous avons fait avec Dior, un produit qui s'appelle Note de notre côté et sur le fameux produit J'adore de Dior, où la gestuelle est totalement différente et beaucoup plus intime. C'est une gestuelle où on s'applique vraiment le produit dans un geste très intime et très précieux. Pionnier dans l'impression numérique, une société accompagne depuis 7 ans la création des étuis des plus grandes marques de parfums et de cosmétiques françaises. Quand le numérique s'invite dans le packaging, cela donne des emballages haut de gamme au savoir-faire artisanal. Une formule hybride unique en France. L'industrie de notre métier est une industrie assez ancienne qui vit en ce moment une vraie rupture technologique sur l'arrivée de nouvelles machines qui est donc dans l'ère de la révolution numérique, l'usine du futur, l'industrie 4.0. On a la possibilité aujourd'hui d'imprimer directement à partir du fichier PDF, comme tout le monde le fait à la maison, sur tout simplement son imprimante laser. Aujourd'hui, on a été capable, grâce au grand fournisseur HP, qui est le fabricant de machines, qui a fait des imprimantes de taille géante, qui permettent d'imprimer du très haut de gamme à forte cadence pour pouvoir faire des boîtes, qui permet à nos clients d'avoir une variabilité complète des décors. On n'est plus obligé d'avoir une boîte unique, on est capable de voir des boîtes complètement différentes et donc d'associer, ça c'est vraiment la nouveauté qu'on présente ici au salon, de faire un pack connecté qui va permettre au client, avec son téléphone portable, de pouvoir voir du contenu que la marque décide d'associer à un packaging et ce qui permet donc de personnaliser la relation entre la marque et le consommateur final. Sublimer le packaging en le rendant intelligent. Le Luxpack répond chaque année aux attentes des marques et des consommateurs. Les exposants présentent sur leur stand leurs dernières nouveautés, mais aussi lors de tables rondes. Le Luxpack refermera ses portes au Grimaldi Forum le 23 septembre prochain. Au lendemain du grand rassemblement organisé au Stade Louis II, la journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer a coïncidé avec une première en Principauté, un village baptisé Bien Vieillir à Monaco, un reportage de Patricia Navarro. La pluie n'aura pas eu raison des très nombreux bénévoles qui avaient répondu présents pour la première édition du village Bien Vieillir à Monaco. Une dizaine de stands avaient été installés sur la place du marché de la Condamine, autant d'illustrations des multiples initiatives mises en place à Monaco pour permettre aux personnes âgées de vivre décemment dans les meilleures conditions de prise en charge possibles. Nous avons à cœur de bien entourer et sécuriser surtout au maximum toutes les personnes âgées un petit peu en perte d'autonomie qui sont domiciliées à Monaco. Donc pour ça, vous le savez, on a la téléalarme qui est non seulement en cas de chute et autres où les pompiers arrivent tout de suite, mais aussi tout le service de la téléalarme appelle les gens presque tous les jours. Il y a eu l'année dernière plus de 6000 appels pour leur demander comment vous allez, pour garder le lien social, pour leur donner des petites informations sur Monaco. Voilà. Ensuite, on a une nouveauté, le chemin lumineux, pour éviter de tomber, vous savez, pendant la nuit. On a le repas à domicile.
plus de 145 par jour, les aides au foyer, les auxiliaires de vie, et puis tout ce qui est, je dirais, se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on vous livre des livres à domicile, on vient vous faire des petites réparations. Les efforts conjugués du gouvernement, de la mairie et de plusieurs associations contribuent ainsi à offrir un quotidien paisible aux personnes âgées. Il y a donc l'aspect maintien à domicile, mais des intervenants entourent aussi les patients hospitalisés, à l'image de membres de l'association des Chiens du Cœur. Nous visitons avec nos chiens, et nos chiens sont donc des chiens qui ont donc un caractère exemplaire, sont donc des chiens sans agressivité et qui peuvent être touchés donc par tous les patients, par les personnes âgées dans les maisons de retraite et aussi donc à l'hôpital. Donc on visite régulièrement toutes les maisons de retraite de la Principauté, on ne quitte pas la Principauté, on reste sur le territoire, on fait les maisons de retraite et on fait aussi l'hôpital, le centre Régnier 3. Et là, on va visiter donc les patients, surtout avec la maladie d'Alzheimer. L'association Monaco Goût et Saveur, quant à elle, se rend régulièrement au centre Speranza pour partager des cours de cuisine avec les pensionnaires. À l'occasion de cette journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, plus de 250 pots de confiture avaient été préparés et ont été distribués place d'Armes. C'est dire Monaco Goût et Saveur. Avec mon bureau, là, j'ai la chance d'avoir le bureau avec moi. On est quatre hommes très dynamiques. Et là on a répondu à l'appel parce que moi, ça fait 4 ans que je reçois les patients du centre Esperanza à l'hôtel Hermitage. Et là, aujourd'hui, on a voulu être sur le terrain pour dire, voilà, on ne vous abandonne pas, on est avec vous. Et c'est vrai que quand je me disais à madame, on a fait la journée du goût pour les jeunes. Aujourd'hui, on est à la journée du goût pour les anciens. Donc la boucle est bouclée, maintenant, à nous de travailler. La nourriture qui est primordiale pour une meilleure espérance de vie, le bien vieillir passe par de bons réflexes à adopter au quotidien. Avant tout, je crois que le principal objectif et la principale chose sur laquelle il faut travailler, c'est la manière de vivre. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le facteur principal du développement des troubles cognitifs et de la fragilité est lié au mode de vie en fait. Et donc c'est vrai que les personnes qui arrivent à cultiver un esprit de motivation, de vouloir être actif, ça part quand même d'une volonté personnelle aussi. Mais en même temps, le fil conducteur, c'est quand même le mode de vie. Donc avoir une alimentation saine et équilibrée, pratiquer des activités sociales, sortir, rencontrer des gens, voir des spectacles, partager des choses, ne pas s'isoler. L'isolement social est un grand facteur de fragilité. Et puis, un des objectifs principaux qu'il faut avoir à l'esprit, et il n'y a pas d'âge limite pour commencer, c'est d'avoir une activité physique régulière. Et lors de cette journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, l'association AMPA a distribué 600 sacs gratuits recyclables, s'inscrivant ainsi dans la dynamique lancée cette année à Monaco pour mettre fin à l'usage des sacs plastiques. Tous ces cabas sont décorés de mandalas réalisés par les malades du centre Speranza, des pensionnaires des maisons de retraite de Monaco, ainsi que ceux du centre de gérontologie Régnier 3. Et d'une opération à une autre, de plus en plus d'entreprises organisent des événements dits citoyens. Il s'agit de mobiliser les employés au service d'une noble cause. Récemment, un grand groupe français implanté à Monaco, la Société Générale, proposait une journée sportive. Le récit de Patricia Navarro. Tout juste le temps de troquer son costume-cravate ou son tailleur pour revêtir une tenue de sport, ces employés de banque vont vivre un grand défi ensemble. Ils vont suivre des séances de coaching sportif par équipe. L'idée n'est pas seulement de leur permettre d'entretenir leur forme, mais plutôt de faire un joli geste tous ensemble. Ce sont les 300 employés de la Société Générale à Monaco qui consacrent quelques minutes ou quelques heures de leur temps de travail aujourd'hui à une noble cause qui est celle de la solidarité. Les employés se retrouvent autour d'autre chose que le travail, développent donc l'esprit d'équipe, la solidarité entre eux, un esprit positif, tout ça dans une ambiance conviviale, amicale. Et donc cette initiative effectivement n'est pas propre à Monaco, elle est dupliquée dans un grand nombre de pays, 42 de mémoire, et 10 000 collaborateurs Société Générale dans le monde effectivement consacrent quelques heures de leur temps à cette journée dite de solidarité. Cette opération est ce que l'on appelle un événement citoyen. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à proposer ce type de journée. Grande marche, collecte de produits, journée de sensibilisation. Il s'agit de fédérer les équipes en leur offrant l'opportunité de servir de belles causes. C'est une très bonne initiative, ça permet de se dépenser en groupe
et de voir nos collègues en autre tenue que costume, cravate. C'est très, très sympathique. Ouais. C'est original, c'est la première fois que je participe à un tel événement, donc oui, c'est sympa et en même temps ça développe l'esprit d'équipe au niveau de l'entreprise, donc c'est très très bien. Gainage, abdos, musculation, mais aussi massage et cocktail détox ont ponctué la journée à l'issue de laquelle un chèque a été remis à une association de la région. Nice favorise le handisport en mettant en contact sportifs valides et sportifs souffrant d'un handicap. Nous avons plusieurs disciplines sportives qui sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Ça fait qu'on soit handicapé visuel, qu'on soit handicapé moteur, qu'on soit handicapé physique, voilà, sensoriel, tout ça. Notre association est ouverte à tous et pour tous. Nous avons un dicton, c'est la mixité, l'échange et le partage. Les 15 000 € récoltés vont notamment servir à l'achat d'un snowkart afin de permettre la pratique du ski aux handicapés moteurs et l'achat de paddles équipés pour les personnes non-voyantes. Au chapitre musique, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo proposera son premier concert de la saison ce vendredi. Son nouveau directeur, Kazuki Yamada, dirigera des œuvres appartenant à l'histoire musicale de la principauté. José Sacré vous en dit plus. En répétition, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et son nouveau directeur artistique et musical, Kazuki Yamada. Ce vendredi 23 septembre aura lieu le premier concert de la nouvelle saison 2016-2017, une saison que Kazuki Yamada et son équipe ont souhaité organiser autour de différents thèmes, comme par exemple Au fil du Danube, Esprit français, Ferry, Lumière du Nord, Soirée latine ou encore Né à Monaco. So it's very important to take a new audience, of course, and so there are many interesting. Pour nous, c'est très important d'avoir un nouveau public, bien sûr, et pour cela, nous devons susciter de l'intérêt pour chaque concert. Si le public peut capter cet intérêt par rapport au titre ou à la musique, alors là, ça va être très excitant. C'est pourquoi nous avons décidé de proposer un thème pour chaque concert, avec un grand thème général pour la saison, Monaco et le Philharmonique. Year's big theme is we are Monte Carlo Philharmonic. First concert is very important, as you know. So. Le premier concert est très important, comme vous le savez. Né à Monaco n'évoque pas seulement les œuvres créées à Monaco, mais aussi cet orchestre né à Monaco, et puis aussi ce théâtre. La musique a toujours été de première importance à Monte-Carlo. C'est dans cette idée-là que nous avons construit ce programme. Or about Monte Carlo, this feeling. So Luis Abbiate was composer of Monaco. Luis Abbiate était un compositeur de Monaco. De nombreuses œuvres ont été créées ici, à Monaco. La Gaîté parisienne ou Les Biches de Poulenc, par exemple. Gaîté parisienne or Les Biches. Yes, of Poulenc. Yes, like that. Les compositeurs des œuvres de ce premier concert sont des compositeurs français. Est-ce que vous aimez la musique française? I like French music. So actually, I love French music. J'aime la musique française. En fait, j'adore la musique française. J'ai remporté, vous le savez, le concours de chef d'orchestre de Besançon et c'est là où j'ai commencé à connaître la musique française. Et je l'apprécie beaucoup. My feeling is very nice. Avant ce premier concert en tant que nouveau directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, quelles sont vos impressions? So my shoulder will be heavy. Mes épaules vont être lourdes. La responsabilité est très grande pour moi. Et si nous arrivons à faire de la bonne musique ensemble, alors là, je me sentirai beaucoup plus léger, plus libre. Rendez-vous ce vendredi 23 septembre à 20h30 à l'auditorium Régnier 3 pour ce premier concert de la nouvelle saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Je vous rappelle qu'à l'issue du concert, des bus gratuits desservant toute la principauté seront mis à disposition du public par l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Culture toujours après Dolce Acqua, le musée océanographique et la chapelle Palatine. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés à la Journée européenne du patrimoine et son thème l'art sacré, avec aujourd'hui un focus sur la cathédrale, le récit de Sandrine Nègre. Elle est l'un des endroits incontournables à visiter à Monaco-Ville. Très prisée des touristes, la cathédrale de Monaco est située entre le palais princier et le musée océanographique.
Elle ouvrira ses portes dimanche pour la Journée européenne du patrimoine. L'occasion pour les personnes de passage, mais aussi pour les Monégasques et les résidents, de découvrir ou de redécouvrir ce lieu. Souvent, les gens regardent la cathédrale un peu comme ça, mais ils ne comprennent pas toujours tout. Et je sais que cette année, vous savez, c'est l'année sainte du Jubilé de la Miséricorde. J'ai accueilli beaucoup de groupes qui sont venus faire pèlerinage à la cathédrale. Et chaque fois, je leur ai fait un petit exposé historique sur la cathédrale, leur montrant telle ou telle pièce qu'ils voient sans trop regarder d'habitude. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et la Journée du patrimoine va dans ce sens et permettra encore d'élargir, je dirais, le regard sur ces beaux monuments que nous possédons ici à Monaco. Et la thématique choisie cette année, l'art sacré, a, vous vous en doutez très certainement, une résonance toute particulière ici, puisque la cathédrale abrite des œuvres très riches. Nous avons de très belles pièces qui sont sacrées, qui sont conservées par l'histoire, et en les contemplant de différentes manières, nous regardons aussi les racines chrétiennes de la principauté de Monaco. Nous avons des tableaux, des orgues, des reliquaires, nous avons beaucoup de choses qui rappellent le passé et qui en même temps aussi témoignent de la foi de nos anciens. Toutes les églises qui sont à Monaco seront ouvertes ce jour-là et permettront la visite, en particulier, vous savez, la très belle restauration de l'église du Sacré-Cœur, Saint-Charles, Sainte-Dévote, enfin toutes nos églises, Saint-Martin, toutes nos Saint-Nicolas, toutes ces églises-là seront ouvertes, les carmes seront ouvertes à la visite et des personnes compétentes seront là pour accueillir les visiteurs et leur expliquer l'histoire de ces monuments. Et parmi toutes ces personnes figurent des archéologues, des scientifiques et des chercheurs qui vous dévoileront au cœur de la cathédrale le fruit de leurs études sur plusieurs reliques, dimanche dès 14h, puis à 15h et 16h. Et sachez qu'il sera question de la journée du patrimoine dès ce vendredi à 19h avec notre invité du week-end, Jean-Charles Cureau. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Vendredi, le ciel reste incertain dans la matinée avec un mercure allant de 19 à 25 degrés. Samedi, soleil et nuages toujours au programme avec des températures qui resteront supérieures au normal. Dimanche, maintien d'un temps agréable avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et en début de semaine, un temps maussade nous attend en principauté. Les températures oscilleront de 18 à 23 degrés. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.